putain. Coucou, ça va? Non. Impossible de me garer à cause d'un gros 4x4 en double fil. De toute manière, vu sa caisse, il remarquera même pas s'il se prend une amende. Est-ce que tu insinuerais qu'il y a trop d'inégalités dans notre pays? À toi, je te vois venir, t'as encore une idée à dérouler. Moi, si ça tenait qu'à moi, on prendrait aux riches pour donner aux pauvres, tiens. Figure-toi que t'es pas la seule à penser ça. 9 Français sur 10 trouvent qu'il faudrait réduire les disparités entre les hauts et les bas revenus dans notre pays. Bah moi, je suis chaud, on fait comment? Il y a deux façons de faire. Soit on change les revenus avant impôt, donc par exemple en redéfinissant collectivement les salaires, soit on change le système fiscal. On pourrait augmenter les impôts sur les riches et pour les plus modestes, baisser les impôts, augmenter les prestations. Bah faudrait sans doute faire les deux. Mais jouer sur la fiscalité, c'est ce qui me paraît le plus simple vu qu'on le fait déjà. Puis, faut bien choisir le niveau d'imposition à un moment ou à un autre. Alors autant le faire de manière à réduire les inégalités à un niveau acceptable. Oui, tout à fait. Du coup, on peut s'attarder sur cette question de la fiscalité. Et mes recherches montrent bien que si la redistribution opérée par le système fiscal était décidée plus démocratiquement qu'actuellement, on aurait plus de redistribution, et donc moins d'inégalités. Attends, mais c'est pas démocratique actuellement? Actuellement, c'est les parlementaires qui décident du barème d'imposition, et donc en fait ils adoptent ce barème sur proposition du gouvernement, et ils ont que oui et non comme possibilité. Et quand ils sont dans la majorité, généralement ils votent oui, quand ils sont dans l'opposition, ils votent non. Donc c'est plutôt le gouvernement qui choisit le niveau de la redistribution, et au final c'est une dizaine, une vingtaine de personnes dans les cabinets ministériels qui font ce choix. Ils sont plus riches que la moyenne, ils ne sont pas représentatifs de la population française, donc les parlementaires non plus d'ailleurs. Donc dans tout ça, les petites gens, elles ne sont pas entendues. Ok, mais comment on pourrait faire pour rendre le choix de la redistribution plus démocratique? Alors ce que je peux faire, c'est te présenter ce que j'ai fait dans mes travaux. Donc ma proposition, elle est imparfaite, mais c'est un premier pas pour montrer comment on pourrait faire une méthode plus démocratique pour choisir la redistribution. Donc ma proposition, elle se passe en deux temps. Dans un premier temps, on aurait les parlementaires qui se mettent d'accord sur la structure du nouveau système, donneraient la vision globale des changements à effectuer, mais laisseraient un certain nombre de paramètres non définis à déterminer directement en demandant aux gens. Et puis ils commanderaient une enquête à l'INSEE, un échantillon représentatif, pour que les gens choisissent les valeurs de ces paramètres. Donc on prendrait les réponses, par exemple médianes à ces questions, et ça donnerait une réforme de la fiscalité complètement spécifiée. Dans un second temps, on proposerait cette réforme à référendum pour vérifier que les gens sont bien d'accord avec cette proposition. Donc moi, j'ai fait ça, mais de façon simplifiée, en interrogeant un échantillon représentatif de 1000 personnes et en utilisant 3 paramètres structurants pour définir la redistribution. Le premier paramètre, c'est le revenu minimum, c'est-à-dire le montant des aides de l'État pour les gens qui n'ont aucun revenu. Toi, tu penses que ça devrait être combien ? Bah je sais pas, disons 1000 euros par personne, par mois. Ça correspond au seuil de pauvreté en France? Ouais. Alors la réponse typique, c'est plutôt 750 euros par mois, ce qui correspond grosso modo au montant actuel de RSA plus APL. Alors le deuxième paramètre structurant que j'ai choisi, c'est la proportion de gens à avantager à travers la réforme, c'est-à-dire les gens qui voient leurs revenus augmenter à l'issue de cette réforme. Donc quand on parle d'une réforme redistributive, c'est plutôt les plus modestes. Et regarde, tu vois ce curseur ? Je l'ai montré aux répondants. Il permet de voir la correspondance entre les revenus et combien de gens gagnent en dessous de ce revenu. Donc par exemple, 52% gagnent moins de 1500 euros par mois et 29% moins de 1000 euros par mois. Toi, tu penses qu'il faudrait avantager quelle proportion de la population ? Là, je saurais pas dire. Bon, ne t'en fais pas. De toute façon, 44% des gens préfèrent ne pas répondre à cette question. Et le troisième paramètre structurant, c'est la proportion de gens à désavantager à travers la réforme. Donc là, ça va être les plus riches qui voient leurs revenus diminuer à l'issue de cette réforme. Toi, tu dirais qu'il faut désavantager quelle proportion ? Je dirais ceux qui gagnent à partir de 3000 euros par mois. Ok ? Alors ça correspond aux 10% les plus riches. Donc les réponses typiques, médianes, c'est avantager les 50% les plus modestes, donc en dessous de 1450 euros par mois, et désavantager les 10% les plus riches, donc comme tu as dit, au-dessus de 2950 euros par mois.
Donc on peut dessiner plusieurs redistributions qui respectent les valeurs médianes de ces 3 paramètres. Donc un revenu minimum de 750 € par mois, prélevé aux 10% les plus riches pour donner aux 50% les plus modestes par rapport à l'existant. Et tu vois sur ce graphique, c'est une des redistributions qui respecte ça. Donc on voit les revenus après impôts et prestations sociales des adultes français, donc du plus pauvre à gauche au plus riche à droite. La courbe rouge, c'est la distribution actuelle, et la courbe verte, la distribution après la réforme proposée. Donc la réforme, elle ferait passer la distribution de la courbe rouge à la courbe verte. Ah bah on est bien là. Pour les 10-20% qui sont dans la galère, ça améliore carrément les fins de mois. Par contre, les plus riches, ils prennent cher. Là, ça passe de 4 000 € par mois à 3 000 € par mois après impôt. Les gens pourront plus s'acheter de grosses voitures ni de bijoux. Ça va pas tuer le secteur du luxe, ça ? Oui, c'est vrai que ça nuirait au secteur du luxe. Mais d'un autre côté, ça favoriserait les secteurs de ce que consomment plutôt les gens modestes. Moins de berlines, plus de citadines. Donc, il y aurait sûrement une mutation de l'économie, mais pas en soi une récession à cause de ça. Par contre, un autre effet pourrait réduire l'activité économique. Les plus riches, donc qui verraient leurs impôts augmenter à l'issue de cette réforme, pourraient réduire leur activité, parce que plus d'impôts, ça démotive. Ou bien ils pourraient partir plus à l'étranger, ou faire plus d'évasion fiscale même. Donc tout ça, c'est possible. Mais de toute façon, si on fait une réforme d'une telle ampleur, il vaudrait mieux l'étaler sur 10-15 ans. Parce qu'on ne va pas faire passer d'une année sur l'autre les revenus de quelqu'un après impôt de 4 000 € à 3 000 € par mois. Il vaudrait mieux le faire passer à 3 900 € la première année, 3 800 la deuxième année, etc. Parce que si les revenus de quelqu'un, même de plutôt riche, baissent beaucoup d'un coup, eh ben cette personne ne va plus être en mesure de rembourser ses crédits ou de payer d'autres dépenses prévues. Et ça serait bien d'éviter ça. Et dans tous les cas, il vaut mieux se donner du temps pour opérer la mutation de l'économie. Et si on se donne du temps, on peut très bien se dire que tous les 2 ans, on refait ce processus de référendum précédé par une enquête, ce qui permettrait de gagner des informations sur la façon dont l'économie réagit à la redistribution. Est-ce que tout se passe bien, les inégalités se réduisent? Est-ce que c'est la cata parce que plein de riches partent à l'étranger? En fonction de ce qu'on apprend sur la réaction de l'économie, les gens pourraient adapter leur choix pour savoir si, ok, on continue à faire de la redistribution ou bien non, on arrête là, ou même on en fait moins. Avec un peu de chance, tout ce processus convergera au bout d'un certain temps à une distribution qui soit satisfaisante. Par exemple, on peut imaginer que les 10 premières années, tous les 2 ans, les gens votent oui au référendum pour une réforme redistributive, mais qu'au bout d'un certain temps, ce soit le non qui l'emporte. Parce que, en fait, il y aura une majorité de gens satisfaite avec la distribution qu'on aura atteinte. Ok. Mais je pense à un truc là. Par rapport à la situation actuelle, ta réforme, elle rapporte plus ou moins d'argent à l'État ? Autant. En fait, on s'intéresse juste à la redistribution ici. On prend constant le budget de l'État, on ajoute juste un transfert entre les plus riches et les plus modestes. Je me dis quand même, en entendant les gens parler, que beaucoup se plaignent de payer déjà pas mal d'impôts. Tu penses que ça pourrait quand même passer cette réforme ? Oui, en fait, il y a beaucoup moins de gens qui se plaindraient si, pour une même quantité d'impôts, ils étaient mieux répartis. Bon, j'y reviendrai. Donc reprenons. J'ai utilisé un premier échantillon pour déterminer les 3 paramètres de la redistribution que je viens de te montrer, grâce aux réponses des gens. Et à un second échantillon, j'ai proposé d'opérer cette réforme de l'impôt sur le revenu en leur demandant est-ce que vous approuveriez une telle redistribution ? Bah moi je dirais oui. Et bien comme la majorité des gens, 52% approuveraient une telle réforme, 26% s'y opposeraient, et le reste dit je ne sais pas, je ne me prononce pas. Si on est une majorité pour, comment ça se fait qu'il n'y ait pas un parti politique qui porte cette réforme ? Mais je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est qu'en fait, il y a des partis politiques qui portent cette réforme, c'est juste pas des partis qui gagnent les élections. Et pourquoi ils gagnent pas les élections ? Peut-être que les gens ne votent pas principalement par rapport à la redistribution. Il y a peut-être d'autres sujets qui les importent plus, comme l'immigration ou l'Union européenne, etc. Et ça renvoie à une vidéo sur le regroupement indésirable de propositions. Une autre raison, c'est que si on avait un Parlement plus représentatif, ça pourrait peut-être passer ce genre de réforme. Ça renvoie à une vidéo sur le système électoral. En tout cas, mon hypothèse, c'est que si on n'a pas plus de redistribution, si on n'a pas une réduction des inégalités, c'est peut-être parce que les impôts, le barème d'imposition,
et pas à décider de façon suffisamment démocratique. Ok, mais notre système parlementaire, il est quand même bien ancré. Tu penses que les gens, ils seraient prêts à tout reconstruire? Justement, mon sondage montre ça aussi. J'ai posé une question pour savoir ce que les gens pensent du système de décision de la redistribution, et 44% des gens, ce qui fait une majorité quand on exclut les gens qui disent je sais pas, 44% trouvent que c'est une bonne idée la proposition que je viens de t'expliquer. Et seulement 14% sont satisfaits du système parlementaire actuel, où c'est le Parlement qui adopte le barème d'imposition sur proposition du gouvernement. Bon, le reste, et c'est quand même une grosse partie, 29%, considèrent qu'il faut prendre l'opinion de chacun en compte pour déterminer la redistribution, mais avec une autre méthode que la mienne. Et c'est vrai que ma méthode, elle est imparfaite, et on devrait certainement faire quelque chose de plus fin. Par exemple, on pourrait inclure un quatrième paramètre structurant. Je pense qu'un paramètre important, c'est le revenu des gens au salaire minimum. Hélas, je ne l'ai pas inclus pour définir ma réforme, mais j'ai posé la question dans le sondage. Quel devrait être le revenu minimum légal, après impôts et prestations sociales, pour une personne seule qui travaille à temps plein? La réponse typique, c'est 1 500 € par mois. Et actuellement, c'est combien? Actuellement, c'est 1 450 € par mois. En fait, le SMIC net, c'est 1 220 € par mois, et ça passe à 1 450 quand on inclut la prime d'activité, qui est une sorte d'impôt négatif. Il y a quand même un truc qui me chiffonne dans ta proposition. C'est que pour donner son avis, il faut savoir de quoi il retourne. Et les gens sont pas assez informés. Alors comment on peut faire? Ce qu'on pourrait faire, c'est pour les gens qui choisissent les paramètres dans le premier sondage, une délibération préalable pour qu'ils soient correctement informés. Et d'ailleurs, 57% des Français sont favorables à ce que toute réforme fiscale respecte les préférences typiques obtenues par un vote précédé d'une délibération. Ouais. Ça a l'air de se tenir ton idée. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire tourner, quoi. Voilà, donc cette vidéo présente rapidement une étude que j'ai faite et qui contient beaucoup plus de détails que ça. Il y a notamment plein de résultats dont je n'ai pas présenté les graphiques, donc là ils vont s'afficher, les plus curieux pourront appuyer sur pause. Il y a aussi des graphiques interactifs où vous pouvez jouer vous-même avec les paramètres de la redistribution. Pour réaliser cette étude, j'ai fait appel à un institut de sondage. J'ai utilisé la méthode des quotas et veillé à ce que les gens répondent sérieusement à toutes les questions. Donc j'ai vraiment utilisé la méthodologie la plus solide pour étudier les préférences de l'ensemble des Français. J'ai eu l'idée de cette étude à la lecture du livre Pour une révolution fiscale de Camille Landais, Thomas Piketty et Emmanuel Saez, qui est un livre très court mais très instructif sur le système fiscal français et comment on devrait le réformer. Et ce qui m'a paru manquer à la lecture de ce livre, c'est la réponse à la question « Qui devrait déterminer les barèmes d'imposition et qu'est-ce qu'ils devraient être ?» N'hésitez pas donc à lire mon étude, à regarder les graphiques et à proposer votre redistribution préférée. Tous les liens sont dans la description. Allez, ciao!